Cette interview est celle de la petite fille de Patrice Lumumba. On va montrer à l'homme blanc ce que l'homme noir peut faire quand il travaille dans la liberté. Pour nous, d'abord, c'était un devoir d'enfant, comme dans nos coutumes, d'enterrer dignement le père, même si c'était symbolique. Mais il est important d'avoir la vérité. Lumumba n'est pas un homme seul. Lumumba, c'était un homme politique. Il avait gagné les élections, il avait la majorité parlementaire. Et il a gagné dans des régions qui ne sont pas les siennes. Pourquoi? Parce qu'il avait un message fort, il croyait à l'unité et les gens ont cru en lui dans d'autres régions, c'est-à-dire au Kasaï, à la province orientale, au Kivu, où il avait le plus de voix. Mais il était dans toutes les provinces et c'est de cela qu'il s'agit. Le 11 juillet 2025, nous avons célébré le centenaire de la mort d'une figure qui incarne encore jusqu'à présent, plus d'un siècle plus tard, les aspirations profondes de tout un continent, littéralement. On parle de Patrice Emery Lumumba. Assassiné le 17 janvier 1961, Lumumba demeure une des légendes, un des plus grands symboles de la lutte pour l'indépendance africaine, la dignité et l'unité du peuple congolais et africain dans son ensemble, du peuple noir même à travers le monde. Parce qu'il est un modèle de courage pour tous les Noirs et les Afro-descendants. Il est un modèle de courage pour tous les peuples opprimés à travers le monde entier. Donc, c'est à l'occasion de ce centenaire que Juliana Lumumba, la petite fille de Patrice Lumumba, nous a parlé et a témoigné. Elle nous livre son regard personnel et familial sur l'homme et la légende qu'il est, sur son héritage politique et moral et sur l'influence durable, l'influence indélébile de son combat dans la mémoire collective congolaise, africaine et même mondiale. Au fil de l'interview, on va explorer non seulement l'histoire et l'impact de Lumumba, mais aussi des leçons qu'il continue encore d'offrir à la jeune génération qui veut se libérer, qui souhaite s'affranchir, qui aspire à la justice et à la souveraineté de l'Afrique. Bon, je vous laisse avec l'interview. L'année 2025 marque exactement le 100e anniversaire de la naissance de l'une des figures politiques les plus emblématiques de l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous parlons de Patrice Emery Lumumba, héros national, pionnier de l'indépendance du Congo et une des figures clés de la destruction du système colonial en Afrique. Aujourd'hui, alors que la RDC continue d'être ravagée par la guerre, son héritage est plus important que jamais. Nous en parlons avec Juliana Lumumba, sa fille biologique, ancienne ministre de la Culture de la République démocratique du Congo. Amis téléspectateurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de la grande interview sur RT en français. Madame Juliana Lumumba, merci beaucoup et surtout, merci encore de nous avoir accueillis dans cette villa qui est mythique pour l'histoire de la République démocratique du Congo. Alors, nous fêtons déjà les 100e anniversaire de la naissance de Patrice Emery Lumumba avec des activités organisées par-ci, par-là. En termes d'héritage, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire en 100 ans de la naissance de notre héros national très brièvement? En tout cas, Patrice Lumumba, effectivement, c'est une figure emblématique, non seulement de l'émancipation africaine, de la dignité africaine. Et il symbolise, il incarne cette émancipation, cette Afrique qu'il voulait émanciper, debout, solidaire. Et son message a pris tellement d'ampleur parce que aujourd'hui encore, ses valeurs étaient intemporelles, comme je dis, et universelles. C'est-à-dire l'intégrité, la foi dans le pays, la justice. Parce que, pour le Congo, il voulait non seulement être débarrassé des stigmates de la colonisation, mais que toutes les ressources de notre pays profitent principalement à tous les Congolais. Et toutes les ressources, ça veut dire qu'il voulait un Congo fort, souverain à tous les niveaux. Et s'il a eu
un aussi grand impact, c'est parce qu'il était près des aspirations de la population. Hein? Il était à l'écoute des gens. C'est pour ça qu'il y a eu cette symbiose forte entre lui et la population congolaise. Et c'est vrai, et il montre au monde que la liberté, la justice, pour lui n'était pas négociable. C'est pour ça que il est allé dans ses convictions jusqu'au bout. Et c'était une violence parce qu'il y croyait. Et c'est pour ça qu'elle est devenue une figure aussi emblématique. Cette conviction, cette foi, cette détermination dans les libertés, parce que pour lui aussi, il était important que les femmes et les jeunes participent au processus de développement, c'était parmi les seuls. Pour lui, l'unité, c'était son obsession, c'était l'unité de ce pays jusqu'au bout. Donc, dans le laps de temps, parce qu'il n'était pas rare, le temps qu'il a gouverné, mais il a laissé un héritage très fort et il a dû faire face à beaucoup de défis, les ingérences étrangères et des divisions internes. Mais il est allé jusqu'au bout de ses convictions et ses valeurs, elles sont toujours aussi importantes aujourd'hui. Encore plus importantes, c'est-à-dire parce qu'il n'était pas seul. Lumumba, c'est toute une longue lignée de nos pères de l'indépendance qui ont donné leur sang pour ce pays. Et c'était pourquoi, je dis, c'est le socle de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté nationale, pour que ce Congo soit uni et un. Parce que depuis l'aube de l'indépendance, le sang coule. Mais ce sang, c'est ce qu'il nous dit. Patrice Emery Lumumba, son combat, ses idées vont au-delà des frontières nationales. 65 ans après la disparition de cet homme mythique, la paix n'est pas encore mettre mot sur l'ensemble du continent. Quel regard vous en faites? De toute façon, cela, on voit bien qu'il y a énormément de problèmes dans notre continent. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a énormément de divisions, il y a énormément de guerres, il y a énormément de volonté identitaire, de communautarisme. On le voit bien aussi dans les pays européens qu'au Moyen-Orient, par exemple, donc pour ne pas dire qu'il n'y a que nous. Mais en même temps, on sent et on voit des actions de plus en plus fortes pour que les gens... Il parlait des États-Unis d'Afrique et il voulait le faire avec d'autres leaders africains. Et de plus en plus aujourd'hui, de plus en plus de pays parlent et souhaitent, parce qu'ils se sont rendus compte que seuls, face aux défis de ce monde, face aux défis du développement, aussi à sortir du néocolonialisme, c'est en étant unis. Et en étant unis, non seulement une solidarité africaine qui doit être réelle, mais on voit de plus en plus des actions pour que, par exemple, il y ait plus de commerce entre pays africains. Parce qu'on a plus de commerce qu'avec les étrangers, l'Union européenne, les États-Unis, qu'avec les pays africains. Donc, il y a cette volonté-là qui est de plus en plus forte. Il y a aussi cette volonté-là de revenir vraiment à qui nous sommes, ce que nous sommes, d'où l'on vient et qu'est-ce qu'on veut réellement, quelles sont réellement nos volontés, ce que nous voulons, ce vers où nous voulons avancer. Et on le voit parce que l'Afrique est un pays jeune, et surtout le Congo, où plus de 60% en moins de 15 ans. Et on sent cette volonté, non seulement d'aller vers une unité, d'aller vers une solidarité africaine, de savoir qui nous sommes réellement, et faire partie du développement durable, être acteur de cela. C'est vrai que quand on regarde d'un côté, on voit les guerres, le machin, mais il y a cette volonté-là aussi de s'en sortir et d'arrêter ce cycle de guerre inutile qui ne nous mène nulle part. Et on se rend compte de plus en plus, je suis plus la seule, que c'est dans l'unité, dans une unité africaine réellement, mais sur du concret. C'est-à-dire, et bon, j'ai pas les chiffres exacts, mais les chiffres
se sont améliorés de 12%. Je crois qu'on est à 20 et quelques pourcents, 21% de commerce interafricain. Hein, donc, déjà, il y a une avancée qui est notable. Vous êtes à Kinshasa aujourd'hui, République démocratique du Congo, mais vous avez souvent aussi l'occasion de voyager à travers le monde. Comment pouvez-vous décrire l'héritage de Patrice Emery Lumumba? Quel impact sur le plan national, mais aussi sur d'autres pays? Sur le plan national, quand on voit 100 ans après, il y a quand même des initiatives qui sont là et Lumumba, ça ne peut pas s'arrêter qu'au 2 juillet. Donc, nous avons lancé le vœu que ce soit du 2 juillet 2025 au 2 juillet 2026. Et déjà, j'ai participé à une émission sur RTNC2 qui s'appelle Fièrement Congolais avec des jeunes gens de 12 à 20 et quelques. Et j'étais agréablement surprise de parler avec ces jeunes parce que déjà, ils sont très jeunes. Ils avaient une soif de connaître Lumumba. Ils m'ont posé plein de questions. Non seulement la soif de connaître, mais ils s'étaient déjà documentés, hein, donc pour me poser des questions. Donc, cela quand même est emblématique. Vous dites, ces jeunes gens, ils n'étaient même pas une idée dans la tête de leurs parents quand il est mort. Hein, et je leur ai dit, d'ailleurs, moi, pour vous, aujourd'hui, je suis Coco. Et c'est simplement, ils m'ont fait des scénettes, des poèmes, ainsi de suite. Et ce qui est sorti, c'est de dire, je suis fier d'être Congolais. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, ils sont fatigués du narratif qu'ils entendent de certaines personnes qui disent, ah non, hein, on doit changer Mboka, on doit changer le pays, on s'en va et tout ça. Eux, ils sont fiers d'être Congolais. Et ils ont demandé, et ils avaient une demande, c'est que leur structure éducative s'améliore. Non seulement au niveau des structures, mais au niveau de l'enseignement, au niveau de ce qu'on leur donne comme enseignement dans de meilleures conditions. Et il y en a même un qui a dit, Lumumba nous a amené l'indépendance avec son bic et un discours. Il nous a sortis de l'esclavage avec ça. Donnez-nous les moyens, nous voulons être de nouveau Lumumba. Et je suis d'autant plus ému. Ce n'est pas le fait de dire Lumumba, ce sont ses idées qu'il véhiculait, ce sont ses idées qu'il voulait. C'est-à-dire, donnez-nous les moyens de travailler et d'améliorer notre pays. Parce que Lumumba l'avait dit, hein, on va montrer à l'homme blanc ce que l'homme noir peut faire quand il travaille dans la liberté. Il avait dit cela. Et il avait le culte du travail bien fait et de la méritocratie. Ces jeunes nous demandent à nous, leurs aînés, les parents, les autorités, donnez-nous les moyens d'étudier correctement. Donnez-nous les moyens pour que demain nous puissions bâtir ce pays parce qu'ils veulent faire partie de ce développement. Ils veulent pas être laissés pour compte. Pour eux, c'est leur vie, c'est leur pays et je crois que c'est ça qui est très fort, de voir que cet impact est très forte et leur volonté de solidarité, et je l'ai vu entre eux, qui est très fort. Et quand on dit l'impact du pays, quand on voit ceux qui l'ont tué et ceux qui ont tout fait pour qu'ils disparaissent, n'est-ce pas? Non seulement physiquement, mais aussi éternellement, parce que dans les conditions atroces, dans l'école il est mort, qu'il n'y ait même pas un lieu de recueillement pour lui. Et on a mis 62 ans pour amener des reliques. Et on se rend compte que il incarnait la liberté, la souveraineté, la justice sociale. Et que ce sont des valeurs, que on doit toujours être vigilant pour que ça ne recule pas en arrière. Et la solidarité. Et c'est un message qui fait un écho à tout le monde, qui fait un écho au-delà du Congo. Parce que cette vérité, elles sont intemporelles et elles sont vraies partout où cela se produit. Alors, nous avons la famille de Patrice Emery Lumumba, dont Juliana Lumumba, Qui est l'unique fille. qui est en face de nous, bébé encore, quand Patrice Emery Lumumba menait ses combats avec autant de sacrifices.
Et aujourd'hui, que fait exactement la famille Lumumba pour perpétrer les idéaux de Patrice Emery Lumumba? La famille Lumumba, dont je suis la fille, votre père nous a laissé à tous un héritage. Il n'a pas laissé un héritage particulier à ses enfants. Parce que dans sa dernière lettre à Pauline, qui est son épouse, ma mère, il avait écrit à mes enfants que je laisse et que je ne verrai peut-être pas plus. Je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Donc pour lui, ses enfants, ils sont pas à part, on doit participer à la reconquête de notre indépendance et de notre souveraineté. Nous avons vécu avec ces valeurs de travailler comme tout le monde, comme tout Congolais. Nous n'avons pas un statut à part. Et je peux dire aujourd'hui que, dans la mesure du possible, avec nos amis, avec d'autres citoyens, parce qu'il s'agit de solidarité, il s'agit fort, que cela doit se restreindre à la famille Lumumba parce qu'il n'est pas mort pour sa famille. Il n'avait qu'une volonté de créer une dynastie ou bien il avait une idée. Il était démocrate et vous le savez. Donc, j'estime que en tant que fille ou membre de sa famille ou membre de son ethnie, il ne nous appartient pas. Hein? C'est-à-dire, il est mort pour des idées et pour des valeurs qu'on respecte et qu'on crée. Et à tous les moments, comme vous le voyez, j'ai travaillé énormément avec d'autres personnes pour le développement, l'avancée de ce que nous pouvons faire pour notre pays. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire tout ce qui est dans l'éducation. Aujourd'hui, je peux dire, à mon âge, que j'ai eu une vie riche et par les personnes que j'ai rencontrées, avec les personnes que nous avons pu faire énormément de choses. Parce que ce que nous avons fait, c'est avec d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est cette solidarité qui a fait qu'aujourd'hui, quand j'étais au ministère, quand j'étais pas au ministère, c'est pas un travail seul. C'est surtout cette solidarité, cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté de sortir aussi d'un certain complexe mental. Hein, c'est-à-dire ce que mon père Patrice Lumumba, c'était un homme qui était libéré de toute domination, qu'elle soit culturelle, économique, politique, de pensée. Et c'est la première des choses que nous avions, c'est la liberté de penser et la liberté d'agir. Je peux dire qu'avec d'autres personnes, nous apprenons aussi à nos enfants d'être émancipés, d'aimer ce pays. D'aimer ce pays, c'est pratiquement dans l'ADN. Et c'est ça mon legs, ce qu'il avait dit dans sa dernière lettre. Mais c'est surtout l'amour de ce pays, de travailler pour ce pays, pour l'amélioration à tous les niveaux, avec les autres. Parce que on ne peut rien faire seul. Et surtout, non seulement de façon à être un, mais d'être contre les divisions. Parce que Lumumba n'est pas un homme seul. Lumumba, c'était un homme politique. Il avait gagné les élections, il avait la majorité parlementaire. Et il a gagné dans des régions qui ne sont pas les siennes. Pourquoi? Parce qu'il avait un message fort, il croyait à l'unité et les gens ont cru en lui dans d'autres régions, c'est-à-dire au Kasaï, à la province orientale, au Kivu, où il avait le plus de voix. Mais il était dans toutes les provinces. Et c'est de cela qu'il s'agit qu'on avance main dans la main contre, en tout cas, le tribalisme, mais pour le développement de notre pays à tout venir. Pendant 65 ans, les Congolais et la famille en particulier sont restés un peu bouleversés du fait qu'il n'y avait aucun lieu pour le recueillement de notre héros national. Il y a quelques années, c'est une victoire. On a pu assister au rapatriement de reliques de Patrice Emery Lumumba. Ça n'est pas fini. Il reste certainement un volet de la justice. Est-ce que la famille est toujours sur cette voie pour chercher la justice sur ce qui s'est passé? Oui, c'est normal. On veut la justice parce que, j'avais écrit la lettre au roi Philippe Roi des Belges en 2020
En 2022, on a réussi enfin à rapatrier le corps aussi avec l'aide du président de la République du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour nous, d'abord, c'était un devoir d'enfant, comme dans nos coutumes, d'enterrer dignement le père, même si c'était symbolique. Mais il est important d'avoir la vérité. Parce que 62 ans, c'est vrai qu'il y a eu une commission contre l'assassinat, qu'il y a eu des avancées, il y a eu un procès en Belgique depuis, je voulais la date, ça doit être à 14 ans. Pendant plus d'une dizaine d'années, rien ne s'est passé. Tout était gelé. Le procès était contre 12 présumés belges. 11 sont décédés. Il ne restait plus qu'un, d'Avignon, il y a 92 ans. Et le procès a été reporté, il est reporté pour 2026. C'est une étape. Cela ne veut pas dire que les choses sont terminées. La moindre des choses, en ce qui me concerne, c'est de connaître la vérité. C'est un droit. Avoir haï un homme à ce point-là, avoir perpétré des crimes contre l'humanité pour qu'une personne vienne exhiber deux dents, deux doigts de l'humain. Ça rappelle les crimes nazis. Tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il a été assassiné. Qu'il était un crime d'État. Et même au procès, d'Avignon sera confronté à une plainte pour crime de guerre. Ok, nous avançons.